Si je te dis que le monde parle, tu imagineras sans doute des voix humaines, des phrases, des mots qui s'enchaînent pour former des idées. Depuis toujours, nous avons associé la communication à la parole, comme si parler était la condition pour exister pleinement, pour penser, pour être conscient. Pourtant, cette vision est profondément trompeuse, car le monde n'a jamais attendu l'être humain pour communiquer. Bien avant les premières civilisations, bien avant les premières peintures rupestres, bien avant même l'apparition de notre espèce, la Terre était déjà traversée par une infinité de messages. Des messages silencieux pour nous, mais essentiels pour le vivant. Des vibrations dans le sol, des ondes sonores dans l'air, des changements de couleur sur une peau, des odeurs laissées derrière soi, des variations de rythme et de mouvement. Le vivant n'a jamais cessé de se parler. La communication n'est pas une invention humaine. C'est une fonction biologique fondamentale, aussi essentielle que respirer, se nourrir ou se reproduire. Chaque organisme vivant doit, à un moment donné, transmettre une information. Sa présence, un danger, une opportunité, une intention. Sans cela, il disparaît. Mais notre erreur a été de croire que, sans mots, il n'y avait pas de langage. Nous avons longtemps considéré la communication animale comme primitive, limitée, mécanique. Une suite de réflexes sans conscience. Une vision rassurante, car elle nous plaçait tout en haut de la hiérarchie du vivant. Pourtant, plus la science observe, plus cette frontière s'effondre. Les animaux ne parlent pas comme nous, mais ils communiquent souvent avec une précision redoutable. Leur langage est inscrit dans leur corps, dans leur environnement, dans leur manière d'exister. Chaque signal a une fonction. Chaque message est optimisé pour être compris rapidement, sans ambiguïté, car l'erreur peut être fatale. Chez eux, communiquer n'est pas un luxe culturel. C'est une question de survie, et c'est là que le paradoxe apparaît. Car alors que nous avons développé un langage extrêmement complexe, capable de décrire l'abstrait, le passé et le futur, nous avons aussi perdu une partie de notre capacité à percevoir ces messages non-verbaux qui saturent le monde. Nous parlons beaucoup, mais nous écoutons peu. Nous produisons du sens, mais nous percevons moins. Alors, une question se pose. Les animaux parlent-ils vraiment? Ou est-ce simplement notre définition du langage qui est trop étroite? Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si les animaux possèdent un langage, mais si nous sommes encore capables de reconnaître des formes de communication qui ne nous ressemblent pas. Pour comprendre, il faut changer de perspective. Il faut cesser de chercher des mots là où il n'y a que des signaux, et accepter que le monde parle, mais pas comme nous. Pour comprendre la communication animale, il faut d'abord abandonner une idée profondément ancrée, celle selon laquelle un langage serait forcément fait pour expliquer, raconter ou débattre. Chez les animaux, la communication n'a pas pour but de philosopher sur le monde. Elle existe pour résoudre des problèmes immédiats et vitaux. Vivre, se nourrir, éviter la mort, se reproduire, protéger le groupe. Rien de plus, rien de moins. Dans la nature, communiquer coûte cher. Produire un son consomme de l'énergie. Laisser une odeur révèle sa position. Changer de couleur attire l'attention. Chaque message augmente le risque d'être repéré par un prédateur ou un rival. C'est pour cette raison que les systèmes de communication animale sont si précis. Ils ont été sélectionnés non pas pour leur richesse expressive, mais pour leur efficacité. L'évolution agit comme un filtre impitoyable. Les signaux inutiles disparaissent. Les messages ambigus sont éliminés. Seuls subsistent ceux qui fonctionnent, génération après génération. C'est ce qui explique pourquoi des espèces très différentes ont développé des formes de communication radicalement distinctes, chacune parfaitement adaptée à son environnement. Dans l'air, le son est roi. Chez les oiseaux, les cris et les chants permettent de marquer un territoire, d'attirer un partenaire ou de signaler un danger. Sous l'eau, où la visibilité est limitée, ce sont les ondes sonores qui dominent. Les cétacés communiquent sur de longues distances grâce à des fréquences capables de traverser l'océan. Dans le sol, ce sont les vibrations qui deviennent essentielles. Certains insectes et mammifères ressentent les déplacements de leurs congénères bien avant de les voir. La communication animale est donc profondément liée au sens dominant de chaque espèce. Ce que l'on appelle un langage n'est jamais universel. Il est toujours incarné. Un message n'existe que s'il peut être perçu. Mais il y a plus fascinant encore. Chez de nombreuses espèces, la communication n'est pas uniquement individuelle. Elle est collective. Elle sert à synchroniser des comportements, à coordonner des groupes entiers. Chez les loups, les vocalisations renforcent la cohésion de la meute. Chez les fourmis, les phéromones organisent des sociétés de millions d'individus sans aucun chef central. Chez les poissons, des mouvements collectifs permettent d'échapper aux prédateurs grâce à la confusion visuelle. Dans ces systèmes, aucun individu n'a une vision globale. Et pourtant,
une intelligence collective émerge. La communication devient un réseau. Un flux constant d'informations simples qui, mises ensemble, produisent comme des comportements complexes. C'est peut-être là l'un des malentendus majeurs entre nous et le reste du vivant. Nous cherchons de l'intention consciente, de la réflexion, de la narration. Mais la nature, elle, privilégie la fiabilité. Un bon message n'est pas celui qui est profond, c'est celui qui est compris instantanément. La communication animale n'est pas pauvre, elle est spécialisée. Et elle nous rappelle une vérité essentielle. Dans le monde vivant, parler n'a jamais été un luxe. C'est une nécessité vitale, façonnée par des millions d'années de sélection naturelle. Pendant longtemps, la science a sous-estimé la communication animale, non par manque de données, mais par biais humain. Nous cherchions des mots, des phrases, une grammaire comparable à la nôtre. Tout ce qui ne ressemblait pas au langage humain était relégué au rang de simple signal automatique. Pourtant, à mesure que les outils d'observation se sont affinés, une autre réalité est apparue. L'un des premiers tournants vient du travail sur les abeilles. Lorsque Carl von Frisch démontre que leurs danses transmettent des informations précises sur la direction et la distance d'une source de nourriture, il bouleverse la vision de l'intelligence animale. Pour la première fois, un insecte est reconnu comme capable de transmettre une information abstraite liée à l'environnement. La danse ne désigne pas la fleur elle-même, mais sa position relative. C'est déjà une forme de représentation. Quelques décennies plus tard, l'étude des cétacés va encore plus loin. Dans les années 1970, les chercheurs découvrent que les chants des baleines à bosse ne sont pas figés. Ils évoluent. Un motif sonore peut apparaître dans un groupe, se propager à d'autres populations, puis disparaître au fil du temps. Comme une mode culturelle. Ces chants ne sont pas de simples signaux biologiques. Ils sont appris, modifiés, transmis. Une forme de tradition sonore. Chez les dauphins, les expériences sur les sifflements signatures révèlent quelque chose de troublant. Lorsqu'un dauphin est séparé de son groupe, les autres émettent son sifflement spécifique, comme pour l'appeler. Certains individus répondent même à l'appel de leur propre signature, montrant une forme de reconnaissance de soi. Ce n'est plus seulement de la communication. C'est une identité sonore. Les singes vervets offrent un autre exemple frappant. Les chercheurs ont observé que les jeunes vervets apprennent progressivement à utiliser les cris d'alarme appropriés. Au début, ils se trompent. Ils crient « aigle » pour des objets inoffensifs. Puis, avec le temps, ils affinent leur usage. Cela signifie que leur système de communication n'est pas entièrement inné. Il inclut une phase d'apprentissage, une correction sociale. Même les insectes, souvent considérés comme de simples automates biologiques, révèlent des formes de communication sophistiquées. Les fourmis, par exemple, utilisent des phéromones non seulement pour indiquer un chemin, mais aussi pour signaler le niveau de danger ou l'urgence. La concentration chimique change le comportement du groupe. Plus qu'un message, c'est une modulation collective. Ces découvertes ont profondément transformé la manière dont la science définit le langage. On ne parle plus uniquement de mots ou de syntaxe, mais de systèmes de communication. Des systèmes capables de transmettre de l'information, d'être appris, modifiés, parfois même enseignés. Et plus nous observons, plus une idée s'impose. Le langage humain n'est pas apparu dans le vide. Il s'inscrit dans une continuité. Une longue histoire évolutive où communiquer était déjà une compétence essentielle. Nous n'avons pas inventé la communication. Nous l'avons transformée. Arrivé à ce point, une question devient inévitable. Si tant d'animaux communiquent, parfois de manière étonnamment complexe, qu'est-ce qui rend le langage humain si particulier? Pourquoi avons-nous le sentiment qu'il existe une rupture, une différence de nature, et pas seulement de degré? La réponse ne tient pas à une intelligence supérieure, ni à une sensibilité plus profonde. Elle tient à une capacité très spécifique, la possibilité de combiner des symboles de manière infinie. Les systèmes de communication animale sont puissants, mais fermés. Ils ne permettent pas de créer une infinité de nouvelles significations à partir d'un nombre limité d'éléments. Le langage humain, lui, repose sur une propriété radicalement différente, la récursivité. Nous pouvons assembler des mots pour former des phrases, puis des phrases pour former des idées, puis des idées pour construire des récits entiers. Avec un nombre fini de sons, nous produisons une infinité de pensées possibles. Cette capacité change tout. Elle nous permet de parler du passé, du futur, de l'hypothétique, de ce qui n'existe pas encore, de ce qui n'existera peut-être jamais. Nous pouvons décrire un événement qui ne s'est pas produit, imaginer des mondes fictifs, discuter d'idées abstraites comme la justice, le temps ou la liberté. Aucun autre système de communication connu ne possède ce niveau de détachement du réel immédiat. Cette différence est liée à l'évolution de notre cerveau. Certaines zones, comme l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, jouent un rôle central dans la production et la compréhension du langage symbolique.
Mais ces régions ne sont pas apparues pour parler. Elles sont le résultat d'une évolution progressive de capacités déjà présentes. La coordination, la mémoire, la planification, la reconnaissance des intentions. Autrement dit, le langage humain n'est pas une création ex nihilo. C'est une amplification. Et cette amplification a un effet secondaire majeur. Elle nous permet de créer des réalités partagées. Des règles qui n'existent que parce que nous y croyons. De l'argent, des lois, des nations, des religions, des récits collectifs qui organisent des millions d'individus sans qu'ils se connaissent. Notre langage, lui, nous a permis de bâtir des civilisations entières. Il nous a donné le pouvoir de transmettre des connaissances à travers le temps, d'imaginer des futurs, mais ce pouvoir nous a aussi enfermés parfois au point d'oublier ce que le monde nous dit autrement. Repenser la communication animale, ce n'est pas rabaisser l'humain, c'est le replacer dans une continuité. Une longue histoire du vivant où communiquer a toujours été essentiel. Le langage humain n'est pas une rupture totale, mais une branche singulière sur un arbre beaucoup plus ancien. Peut-être que le véritable progrès ne consiste pas à produire toujours plus de discours, plus d'explications, plus de bruit. Peut-être consiste-t-il à réapprendre à écouter, à reconnaître que le monde nous parle constamment, même lorsque nous ne savons pas comment le traduire. Car comprendre le vivant, ce n'est pas seulement le nommer, c'est accepter que tout n'a pas besoin d'être dit pour être entendu.